Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour mon analyse du dernier épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent que je suis un vendu d'Amazon, que j'idolâtre trop la série. Alors j'ai jamais dit que j'adorais à fond la série, hein. Évidemment la trilogie de Peter Jackson, elle est à des années-lumière hein, en termes de réalisation, etc. Parce que en fait, je pense que le fait de l'avoir vu en étant petit, ça marque beaucoup plus hein, pour moi. Voilà, la trilogie Transformers, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Star Wars, 1, 2, 3, Harry Potter, j'ai déjà dit, Seigneur des Anneaux, etc. C'est des masterclass de mon époque étant petit, donc ça m'a beaucoup marqué. Donc on va passer tranquillement à l'analyse de cet épisode 8, c'est parti. Hop, on va changer de scène. Et du coup, voilà, la transition est faite, on passe directement à l'épisode, on est dans le vif du sujet. Alors, juste avant de partir en spoilers, je pense que cet épisode, malheureusement, avec une seule phrase, un seul mot, peut faire en sorte que vous détestez l'épisode. Je pense qu'il y a des gens, voilà, ils ont entendu un mot, ils se sont dit « Je vous déteste Amazon, vous êtes des... » Mais en même temps, voilà, c'était sûr, on va en parler, vous inquiétez pas. Donc on commence par une petite scène d'intro que j'ai trouvé, bon voilà, ça allait très vite hein, du côté de chez les nains. Narvi qui était revenu du coup l'épisode d'avant un petit peu pas bien, et on retrouve Disa qui est en train de soigner des nains qui sont blessés du coup par le roi Thorin, hein, qui est dans sa folie en train de miner. On le voit avec un espèce de bélier à tête de bouc, hein. J'ai bien aimé le design, sa détermination, son dialogue avec son fils très intéressant. Et on peut voir qu'une certaine flamme doudoune est en train de se réveiller dans l'ombre. Donc la discussion père-fils, très intéressant. Le petit-fils qui fait la petite mention du bras de fer pour dire que son père, au final, était toujours supérieur à lui. Et on commence à voir que Thorin a quand même une capacité de réflexion qui est assez intéressante. Alors évidemment, l'anneau y est pour quelque chose pour Thorin, qui est tellement focus sur son objectif de trouver du coup le minerai absolu. Alors, attendez, je regarde si la musique... Non, la musique est toujours là. Parfait. Je vais juste l'augmenter un petit peu. Donc, on découvre le mithril. Parce qu'on avait découvert l'or. Et évidemment, le matériau le plus important, c'est évidemment le mithril. Le mithril de la Moria de Khazad-dûm, qui fera les richesses des nains. Bon, ça semble compliqué de reminer le mithril après la fin de cette introduction. Parce que du coup, Thorin explique que voilà, regarde mon fils, regarde ce qu'on a fait, c'est vachement bien et tout. Et 2 secondes après, du coup, le Balrog. Alors, si je peux mettre déjà des petits bémols à cette scène, c'est que il y a l'espèce de lumière qui apparaît et j'ai l'impression que les acteurs ne le voient pas. Alors, je sais pas si c'est fait en 2 temps, mais j'ai pas trouvé ça très bien fait. C'est-à-dire que la lumière apparaît et ils ont aucune réaction. Enfin, ils ont une réaction, mais un peu tardive, je trouve, par rapport au fait qu'il y ait la lumière. Après, est-ce que c'est parce qu'il est corrompu par l'anneau et du coup son temps de réaction est réduit, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. On voit l'arrivée du Balrog qui, dans un premier temps, utilise son sa compétence de rattrapage de corps pour le rapprocher, entre guillemets. Alors, pourquoi le rapprocher hein, certainement pour lui faire peur, et effectivement, avoir un Balrog en face de toi, je pense que ça doit faire peur. En tout cas, bon, il est bien fait, hein. Là, il n'y a rien à dire, il est bien fait, il ressemble clairement à celui de Peter Jackson, hein, il n'y a pas de doute à ce niveau-là, il est extrêmement puissant. Alors, dans un premier temps, il va dégringoler de la montagne, qui va permettre de gagner un petit peu de temps, et du coup permettre à Thorin... Alors, il fait une sacrée tête, hein, Thorin, hein, mais on a une belle discussion entre son père et son fils, qui lui donne l'anneau et tout. Alors, j'ai pas compris, l'anneau, il est perdu, là, on est d'accord ou pas? Parce qu'il me semble que juste après, on voit une scène où il manque un anneau. Donc est-ce qu'on aurait le premier anneau perdu des nains à ce moment-là? Je pense que oui. Non, pas perdu? Ah d'accord, bon, on va recompter. On va remonter le nombre d'anneaux qu'il y a juste après. En tout cas, voilà, il le pardonne. Pardonne-moi, mon fils. Donc il se rend compte, finalement, que il avait raison, son fils. Il avait raison. Donc, il décide de sauter. Alors cette scène, j'ai pas compris. Bon. Ils ont choisi de contrer du coup la hache de Thorin, qui est une hache très importante, avec l'épée du Balrog pour créer une espèce d'implosion qui va du coup ensevelir la zone. Ça c'est clairement un effet scénaristique pour
temporiser le Balrog. Le Balrog qui va encore une fois rester au fond tranquillement, il ne va pas remonter à la surface en tout cas pour le moment. Certainement peut-être dans les futures saisons vu qu'ils ont l'air de mettre beaucoup le Balrog en place. Donc c'était l'ultime, après sauter comme ça face à un Balrog, quand même, faut pas déconner, c'est pas la meilleure strat au monde, c'est clairement pas la meilleure strat, il va juste se faire bouffer, bon, son Dorin 3 qui doit être un peu choqué de voir son père quand même faire du... sauter sur un Balrog. Bon, cette scène est quand même spectaculaire, les gens ont dit que c'était une intro incroyable, je dirais pas jusqu'à là, si on la compare... En fait, si on la compare juste aux 2 tours... Bah, elle est à des années-lumière encore une fois, les 2 tours à une introduction, une des plus belles du cinéma. Là, c'est sympa, on a la petite mention du Balrog, voilà. Il manque une scène, il manque en fait la suite entre guillemets de ce combat, qui aurait dû être entre guillemets un vrai combat, même si voilà, il se fait péter la gueule, le nain. Mais il aurait dû avoir, je sais pas, un petit truc, toi. Soit il met une armure, enfin là il a pas le temps de mettre une armure parce que c'est le Balrog qui vient d'arriver, mais je sais pas, un petit truc en plus quoi, qui nous montre un peu plus la suite quoi du Balrog. Parce que voilà, là ça s'arrête sur vraiment tout est détruit et ça clôture cet arc. Enfin, ce début d'arc, hein, parce que du coup il y a un nouvel arc qui se crée côté Moria, c'est l'apparition du Balrog. Enfin, les nains sont vraiment au courant que le Balrog arrive. Ensuite, petite musique sympa avec le run, on retrouve le cheval avec l'insigne de notre cher, de nos chers Haradrim là. On a la rencontre du coup des 2 magiciens qui lui expliquent oui, Manwë, on le connaît et tout, il nous a amené ici et tout. Bon, pas mal de petites références, même si elles n'ont ni queue ni tête. Il lui explique qu'il veut faire le bien. Bon, j'ai vraiment peur que lui ça soit Saruman du coup. Non, parce que bon, on va pas se le cacher, du coup lui c'est Gandalf. Hein, on va l'apprendre un peu plus tard, mais du coup, voilà, tous nos espoirs pour le mage bleu. Bon, on l'appellera pas Gandalf le gris, ni Gandalf le blanc, pour moi là c'est Gandalf le bleu. C'est-à-dire qu'il se base sur les écrits des mages bleus pour faire un Gandalf le bleu. Voilà. Parce que voilà, c'est relou. Mais oui, je pense que c'est ce move. C'est ce move qui a fait en sorte que tout le monde a ragé entre guillemets. C'est que, bah, en fait on savait que c'était Gandalf depuis le début, il y avait trop d'indices. Mais on se disait, peut-être qu'ils sont plus malins et qu'ils ont juste fait ça pour du fanservice. Pour ensuite introduire peut-être un mage bleu. Dans les 2 cas, ça aurait été nul parce que bah, ils ont mis trop d'anecdotes autour de Gandalf pour pas que ça soit Gandalf. Et si c'était pas Gandalf, bah, les gens auraient dit mais pourquoi vous avez fait tout ça parce que c'est pas Gandalf. Donc en fait, je pense que dans les 2 cas, il s'était mis une épine dans le pied. De toute manière, faire 2 saisons, donc 14 heures de série, pour nous dire que c'est Gandalf, enfin c'est chaud quand même. Ils auraient dû le dire plus tôt, genre fin de saison 1. Fin de saison 1, je pense que ça aurait gêné personne, le fait qu'on sache directement, voilà, l'intrigue des pieds velus est terminée et on sait que c'est Gandalf. Là, ça aurait été bien, entre guillemets. Mais là, ils ont attendu trop de temps. Enfin, pour moi, ils ont attendu trop de temps. Évidemment que c'est décevant. Évidemment que c'est décevant à ce niveau-là. Donc, ils discutent, tout ça. Bon, la discussion intéressante. J'ai pas compris son move à vouloir faire genre qu'il était gentil. Encore une fois, il y a trop de rapprochements avec avec Saruman. Il lui explique oui, vous voulez être contre Sauron, mais est-ce que vous voulez pas être le successeur de Sauron? Eh bien, bah, ça ressemble beaucoup au trait de Saruman, malheureusement. Donc partons du principe d'être déçu maintenant et de dire que c'est Saruman. Parce qu'on a eu Gandalf. Donc pourquoi pas Saruman? À ce niveau-là, pourquoi pas? Parce que bon, Saruman... Bon, il est censé être gentil. Bon, on va dire qu'il essaye de se faire passer pour un gentil, en expliquant au Hobbit que non, je suis un gentil, vous me connaissez sous un autre nom, mais c'est pas le mien, etc. Il essaye de se dédouaner. Donc, en même temps, ça ressemble un peu à Saruman, hein, qui est doué de parole et tout. Après, bon, c'est juste son bâton qui ne ressemble pas beaucoup à celui de Saruman. Après, il peut très bien changer, hein. Excusez-moi. Donc, on va avancer un petit peu. Il y a les cailloux qui volent, incroyable. Il utilise ses pouvoirs. Bon, cette scène est très jolie, évidemment. Hein, tout est joli, hein, ça, il n'y a pas de doute. On retrouve la petite constellation. La fameuse constellation des étoiles. Encore une fois, toujours la même. Le petit Bombalil qui est là. Dans une interview, ils ont confirmé que ce n'est pas Saruman. Captain Popcorn en parle dans sa dernière vidéo. Effectivement, il y a eu une interview qui est sortie après la sortie de la saison 8. Avec du coup Patrick McKay et l'autre monsieur.
Johnny Payne, un truc comme ça. Et effectivement, ils expliquent que ça serait pas logique que ça soit Saruman, donc fort à parier que ça serait un des mages bleus, et que potentiellement l'autre aurait été tué, ou en tout cas qu'il n'est pas là. Peut-être une introduction en saison 3. En vrai, s'ils introduisent des mages bleus, je serais quand même content. Même si là, c'est... En fait, là, c'est logique que ça soit Gandalf. Je pense que tout le monde est déçu parce que c'était sûr. C'était sûr. Mais c'est juste que... Pourquoi 2 saisons pour nous le dire? C'est mal amené. C'est comme... en fait, il y a plein de trucs dans l'épisode où on sait ce qui va se passer parce que les gens sont pas cons. Ils ont vu la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, voir Galadriel contre Sauron... on sait très bien qu'il n'y en a aucun des deux qui va mourir. C'est un peu comme dans la saison 1 où Isildur est sous les flammes d'une maison. Oh là là, est-ce qu'il va mourir? Mais bien sûr que non, il va pas mourir. On sait très bien qu'il est au début du Seigneur des Anneaux, donc il va pas mourir. Donc en fait, il faut qu'ils arrêtent, je pense, de mettre de l'importance. Enfin, faut qu'ils mettent de l'importance sur les personnages, mais pas des importances vitales, vitaux. Faut pas qu'ils montrent que ces personnages peuvent mourir. Galadriel, elle n'aurait pas dû combattre. Ça aurait été... Bon, ils auraient pas dû aller aussi loin dans le combat entre Anatar et Galadriel. Bon, on en parlera un peu plus loin dans l'épisode. J'essaye d'être le plus objectif possible pour cet épisode. Merci beaucoup, Ias, pour le follow. J'espère que vous allez bien. Petit shout-out. Tu live sacrément tôt. Donc là, attendez, hein, je spoil la saison 8, la saison 2, le dernier épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Donc si vous voulez pas être spoil, partez. Hein, partez tout de suite parce que là, c'est le spoil à go. Du coup, on se retrouve à Numénor. Magnifique plan avec Nemloth, donc l'arbre de Numénor qui commence à changer de couleur parce que on est encore une fois sur un changement de politique qui est mis en place par Ar-Pharazôn qui convoque du coup tous les fidèles et qui décrète, en fait, grâce à la vision qu'il a eue, le fait qu'il découvre que Halbrando et Sauron, donc Anatar, etc., il sait que Sauron est de retour en Terre du Milieu et qu'il est sous le trait d'Anatar, donc d'un homme pour l'instant, donc il sait pas que c'est Anatar à ce moment-là, donc il sait juste que c'est Halbrand. Il fait, on va dire, un papier officiel en disant Myriel a comploté avec, du coup, Halbrand qui est Sauron qui est l'ennemi numéro 1 public au monde, donc il décrète que les fidèles ont conspiré contre le pouvoir. Donc c'est très vite amené, évidemment, comme d'habitude, mais je trouve que Numénor s'est quand même amélioré. Effectivement, en fait, il y a eu beaucoup de rebondissements au début de saison qui n'étaient pas fous. Je trouve que là, voilà, le fait qu'ils introduisent un peu plus les civils, je trouvais ça intéressant. Ils placardent, voilà, ils commencent à enfermer les fidèles. Bon, ça crée clairement une cisure au niveau du peuple de Numénor. On a Nimloth qui est en train de perdre du coup ses pétales avec Earendil au fond. J'aime beaucoup cette symbolique. Attends, c'est Earendil ou Elros lui? Je sais plus, c'est un des deux. Mais en tout cas ça symbolise les fidèles. Donc cette scène était plutôt sympathique. Et Ariane qui, par amour de son père au plus profond d'elle, lui prévient quand même que la menace arrive et décide de protéger son père, parce qu'elle a quand même un amour propre pour son père et elle se rend compte que, bon, Pharazôn a des bonnes idées, mais voilà, aller à enfermer les fidèles, c'est pas à son niveau de méchanceté, même si elle est quand même assez méchante dans son personnage. Donc je trouve que cette scène était pas mal, en mode vous voulez en gros passer sous mes ordres alors que je suis haut gradé, donc ça montre un peu la puissance qu'elle a envers les différents soldats. Donc ils y vont pas, Elendil retrouve du coup Myriel qui décide de rester et va léguer évidemment. Alors ce n'est pas Anduril, hein, les gens ont comparé évidemment, alors la scène fait évidemment écho à celle d'Aragorn qui découvre Anduril, qui est du coup Narsil cassé, reforgé. Mais là, c'est bien Narsil qui va être dévoilé. Donc le symbole de la flamme blanche, hein, c'est comme ça qu'il traduit en français du coup cette lame qui est très importante et qui va l'être tout au long des prochaines saisons. Je pense que voilà, on est vraiment sur une transition. C'est aussi ça qui fait que la fin de saison est mal amenée en termes de cliffhanger. Bon, elle est sympa, hein, mais enfin, sur l'arc Numénor, elle est sympa. Voilà, Narsil est là, donc il prend le lead. Voilà, il prend le lead. Elendil va enfin prendre le lead côté fidèle et on va dire
bah, va forcément faire de la politique. Hein. Je les vois pas se battre à Numénor quand même. Hein. Ils vont pas faire une guerre fidèle contre infidèle. Enfin, pas tout de suite. Il va y avoir une guerre politique, ils vont rester dans leur coin, ils vont pas faire enfin, je sais pas. Je vois que ça. Par contre, il parle. Il parle de son fils Anarion. Ah, ça, c'était une bonne nouvelle. Il va rejoindre, du coup, à l'ouest, son fils Anarion. Anarion, qu'on a eu une mention en saison 1, qu'on n'a toujours pas vu. On sait pas quel personnage, enfin, quel acteur jouera ce personnage. C'est-à-dire que, voilà, on a eu pas mal d'acteurs qui sont morts. On va retrouver, du coup, un nouveau personnage qui sera Anarion, qui est un des fils. Hein. Donc, nous avons Elendil, qui a 2 fils plus une fille ici dans la série, donc Eärien, et du coup Isildur et Anarion. Isildur et Anarion qui sont des personnages très importants, qui fonderont des royaumes très importants. Je n'en dirai pas plus ici. Donc on retourne en Eregion, avec Ostinedil qui est complètement ravagé. On a la scène, hein. On a la scène en tête évidemment avec Minas Tirith, où les orques rentrent dans la cité, pillent les différentes maisonnettes, les différents elfes qui se font massacrer. Cette scène est sympathique. Cette scène n'est pas sympathique. Voilà, on rentre ici. Bon, Galadriel qui arrive de nulle part. Je pensais que Galadriel s'était enfuie avec les anneaux de pouvoir. Bon, elle a décidé autrement. Elle a décidé de rester dans la cité. Pourquoi, je ne sais pas. On lui a dit, barre-toi, et elle reste. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que fait Galadriel. Que fait Galadriel? Bon, elle veut sauver son peuple, ok, mais je sais pas. L'objectif, c'est quand même de sauver les anneaux. Là, elle sauve pas beaucoup les anneaux. Là. Elle est clairement en contre. C'est pas le meilleur move. Bon, on peut voir que le peuple est en train d'être évacué de la cité. Hein, les gens qui disent à la fin pourquoi il y a autant d'elfes, bah, parce qu'ils ont évacué la cité au bout d'un moment. Ils se sont dit non, on va pas pouvoir rester ici toute notre vie en fait. On va pas juste mourir, on va s'enfuir. On découvre de nouveaux lieux, sympa, les hauteurs. Hein. Je pense que ça c'est le fameux tunnel. Est-ce que ce serait pas le fameux tunnel nain? Non, peut-être pas. Non, c'est peut-être pas le tunnel nain, je sais pas. Moi je comprends pas pourquoi elle détruit pas les anneaux. Bah, bonne question. Bonne question. Pourquoi elle détruit pas les anneaux? Peut-être qu'elle a pas d'endroit pour les détruire à ce moment-là. Toi, la forge est détruite, y a rien de. Elle va pas juste les jeter dans le feu et ça va les détruire, quoi. Il y a encore des gens qui vont oser nous dire que ce n'est pas canon au film. Voilà, cet épisode. Destruction d'Eregion, voilà. Hein, c'est la seule mention dans les livres, c'est destruction d'Eregion et Celebrimbor est tué. Voilà. C'est entre guillemets, c'est tout. Bon, ils sont pris en tenaille, ils vont ramener Galadriel. Alors, chef, cette scène, je pense que c'est une des meilleures scènes de l'épisode. Hein, on va pas se le cacher. Là, je pense que tout le monde peut au moins dire que cette scène est sympa. Celebrimbor qui se prend des flèches d'Anatar, ça quand même, je pense que personne l'avait vu venir. Je pense que personne l'avait vu venir, hein, qu'on allait nous faire une petite Boromir à la fin là. Bon, Celebrimbor qui, sous ses dernières paroles, hein, nous dit que du coup c'est le Seigneur des Anneaux et qui va. Alors par contre, il y a une phrase qui m'a un peu interloqué, choqué. Alors je sais pas quel est votre avis, évidemment, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Alors déjà quand j'ai vu la lance, je me suis dit ah ça c'est cool, parce que dans les livres il est dit que Eregion est ravagé, Celebrimbor est tué et Celebrimbor sera mis sur une pique. Du coup là la pique est bien là et il servira de bannière. Donc peut-être qu'en début de saison 3, peut-être qu'on pourrait retrouver un peu à la dans les deux tours là, quand le trio Gimli, Legolas, Aragorn arrive, où il y a un tas d'orques avec une tête, avec une pique de Uruk-hai, je verrais bien une petite scène, voilà, un pic avec Celebrimbor qui sera sous une forme de bannière en mode porte-étendard d'Eregion. On croise les doigts pour qu'en saison 3 il y ait ça serait sympa. Fosséa parle des prophéties au moment de la mort sur la phrase de l'anneau unique. Effectivement, c'est une prophétie et les prophéties sont très importante. C'est un don de vision, je pense, que Celebrimbor a eu à ce moment-là. Un don de vision que, par exemple, Glorfindel a eu envers le roi sorcier, qui sera tué non pas par la main d'un homme. Et c'est pas choquant, en fait, en soi. Le fait qu'ils disent, oui, un anneau unique vous détruira, c'est une prophétie. Et les prophéties en Terre du Milieu sont très importantes. La phrase est bien amenée. Ça m'a juste tilté, parce qu'en mode, l'anneau n'est pas créé à ce moment-là, mais c'était pas mal. Cette scène est vraiment chouette. Il meurt. Anatar est énervé. Il pleure même. Il pleure. Hein. Il verse une petite larme. Alors, c'est peut-être pas envers Celebrimbor, mais en tout cas, sur le fait que. Ah, peut-être que l'anneau. Est-ce que ce serait pas bête de faire un anneau unique? Je sais pas. En tout cas, il a l'air. Ça lui a fait quelque chose.
Ah, faut que je me dépêche dans ma réact. Ok, les orques arrivent. Notre pauvre papa orc qui malheureusement se fait déjà corrompre instantanément. Hein, ça a été si rapide. Alors on a un nouveau plan de Pelargir qui a l'air de s'améliorer un petit peu. Donc c'est une colonie de Númenor. On retrouve Isildur, Théo toujours pas... Bon voilà, personne n'aime Théo. Bon, va falloir beaucoup de choses pour qu'il revienne dans l'histoire lui. Mais bon, on verra bien dans les prochains épisodes, peut-être qu'il va grandir et s'assagir et changer de coupe de cheveux aussi, ça serait pas mal. Ensuite Isildur, je trouve il joue bien l'acteur. Donc sa petite romance ensuite avec la petite madame va être remise en question. On parle des hommes, les sous-hommes et les hommes, donc très très important ça, avec Kemen qui arrive et qui décide directement. Alors là, ça sera une tour. Là, ça sera une tour, donc détruisez-moi tout, on fait une tour là. Il s'en bat les steaks que Théo soit le chef d'ici, il s'en bat les steaks que l'autre ça soit le chef du village. Bon, clairement, il est là, il veut tout détruire. Par contre, je trouve que Kemen, il joue beaucoup mieux qu'en saison 1. En saison 1, il était juste chiant, il jouait pas ouf. Là, je trouve que dans cette scène, voilà, il fait le mec relou, mais il le fait bien, toi, à sa manière. C'est fou d'avoir une voix qui casse la tête comme ça. Bon, voilà. Du coup, tu regardes un film. Comment ça, je regarde un film? Je regarde pas un film, je commente sur des images d'une série. Je ne le regarde pas. Du coup, on continue cette scène. Bon, cette scène est ok tiers. On va dire que ça met en place le prochain arc de cette cité, hein, donc Pelargir, qui va devoir du coup ramener du bois pour leur survie. Et en parlant de bois, est-ce qu'on n'aurait pas une confrontation homme contre les Ents femmes, ou en tout cas les Ents de cette région? Il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant, le fait que ce ne soit pas que Sauron qui ait créé la destruction des Ents, et que ce soit aussi les hommes de Númenor, parce que les hommes de Númenor sont connus pour avoir ravagé la plupart des forêts de la Terre du Milieu, et que les hommes de la Terre du Milieu n'aimaient pas les Núménoréens, parce qu'ils les ont clairement menacés en fait. Il a menacé Bérec, effectivement. Le cheval, la petite mention avec le cheval, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le petit coup avec le cheval, qui le regarde. Alors, je sais pas s'il y a la scène avec le... Là, il lui dit, est-ce qu'on ne donnerait pas le cheval? Non, c'est juste après, je sais plus. Bon, bref, on voit son cheval qui fait un petit... oui, c'est moi, je suis le boss. Bon, on retrouve Galadriel. Hadar, super personnage. RIP pour lui, hein. Je l'aimais bien. En fait, il voulait juste la paix, lui. Il voulait juste vivre en paix, vivre sa vie avec les orques, sa famille très loin, mais en paix, toi. Il voulait la paix, donc je trouve ça un beau personnage. On voit l'effet de l'anneau sur lui, qui le rajeunit, qui le montre à sa juste valeur, avant sa dégradation du temps. Donc j'ai bien aimé cette scène, il lui redonne l'anneau. Hadar est un très bon personnage, mais malheureusement va se faire évidemment tuer parce que c'était prévisible. Il va se faire tuer par ses propres soldats. Donc cette scène est triste. Mais encore une fois, on s'y attendait. On s'y attendait beaucoup. Donc pas forcément surpris, comme la plupart des choses de cet épisode. Anata revient et va récupérer la petite couronne de Morgoth et va décider voilà, de tout simplement dire aux orques, on continue le combat. Va dire, ce n'est plus tes enfants, c'est les miens maintenant. Et ils sont complètement corrompus. Hein. Maintenant, les orques, les gens vont peut-être se dire, mais pourquoi ils se laissent faire? Bah, ils ont juste plus le choix en fait. Maintenant, ils sont à la merci de Sauron, comme il l'était du coup, entre guillemets, au début. Sauf que, voilà, Hadar avait réussi à, entre guillemets, à créer une percée pour du coup tuer Sauron dans sa mort, quoi. Bon, cette scène était sympa. On a le petit combat, enfin le grand combat entre Galadriel et Sauron, et c'est là où c'est dommage, parce qu'on sait très bien que Galadriel va pas mourir. Donc elle aurait dû fuir, ou ils auraient dû fuir, mais pas faire ça, quoi, pas faire ça. Bon, Gil-galad qui se fait... qui est malheureusement pas du tout mis en avant, à part à la fin. À part à la fin. Mais qui aura pas été mis en avant durant la bataille. Parce que bon, c'est quand même le haut roi des Noldor, donc c'est le gars le plus important du côté de chez les elfes. La statue de Fëanor qui est détruite, Elrond
qui s'inquiète plus pour l'art, le savoir, parce que c'est un érudit au fond, c'est un maître du savoir. Du coup, il est assez triste. Bon, cette scène n'est pas mal. Arondir qui est de retour. Arondir qui, évidemment, n'était pas mort. Enfin, on l'a pas vu mourir. Pour moi, il s'est pas pris de coup d'épée. Il s'est juste pris le point, là. Le point un peu piquant d'Adar. Il s'est pas forcément pris de coup d'épée. En tout cas, il avait l'air d'aller. Le combat d'Anatar Galadriel qui est plutôt bien. J'ai bien aimé. Il y a les petites phases un peu de transformation. Albrando un peu en mode coucou, c'est moi. Je suis celui que tu appréciais beaucoup. Ensuite, il se transforme carrément en Galadriel. C'est pas choquant qu'il se transforme. Hein. Sauron est doué d'illusions. Il peut se transformer entre guillemets en n'importe quoi. On le voit bien dans le Silmarillion. Il se transforme en serpent. Il se transforme en chauve-souris. Il se transforme en loup. C'est clairement possible en fait. Il n'y a rien qui est choquant à ce niveau-là. Il utilise, on va dire, les contres de Galadriel. Il se transforme même en Celebrimbor, avec les graines plantées, hein, la référence au début de cette saison 2. Bon, au final, ça se finit sur Galadriel qui va se faire découper en rondelles par la couronne de Morgoth, qui doit faire sacrément mal. Et dans un élan de dernier espoir, donc Sauron récupère les anneaux des hommes. Pourquoi il récupère pas l'anneau des elfes? Bah, leur friend dit, il n'est pas censé les avoir récupérés, et il n'y arrivera pas. Et Galadriel décide de sauter. Alors il y a les nains aussi, les nains qui arrivent. Des arbalétriers nains qui pop. Hop là, les nains qui arrivent, tout compte fait. Bon, c'est stylé, mais on les voit 3 secondes. On les voit même pas combattre au corps à corps. Ça me fume. On les a juste vus tirer des salves d'arbalètes. Bon, au moins ils se battent à l'arbalète, hein, donc bon, c'est sympa. Mais il manquait quelque chose. Et pourquoi envoyer Narvi? Ils avaient pas un autre commandant à envoyer? Parce que bon, Narvi, il avait pas l'air au point. Hein. C'est dommage. C'est dommage de pas avoir envoyé quelqu'un d'autre quand même. Bon. Il doit pas y avoir grand chose avec ce casque quand même. Bon, au moins ils sont protégés. Bon, Galadriel qui saute, voilà. Bon, qui pense que elle va mourir? Bien sûr que non. Il y a un arbre qui la sauve. Regardez. Hop, le petit arbre qui bouge. Donc la nature qui sauve Galadriel, évidemment. La lumière, hein, comme on dit. Et, oh là, j'étais tellement triste. Je pense que c'est un peu le moment qui m'a rendu un peu le plus triste de l'épisode. C'est ce petit orc qui n'a rien demandé, qui veut sauver tout le monde, qui veut bien faire en fait. Il veut bien faire les choses. Et qui se fait tuer comme ça, sans raison. C'est dommage, hein, parce que, bon, je l'aimais bien, lui. On aura un autre orc hein, qui prendra sa place. Je pense que c'est toujours le même acteur. Hein. C'est le même acteur qui jouait l'orc trop stylé dans le 1, dans la saison 1, qui est mort. Lui, du coup, c'était dans la saison 2. Et dans la saison 3, il y aura un autre commandant joué par le même acteur. Hein. C'est toujours le même acteur hein, qui a joué plein de personnages, hein, que ce soit dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, la trilogie du Hobbit, etc. Donc c'est sûr qu'on le reverra. Bon, le petit effet là, alors je sais pas comment ça s'appelle cet effet un peu miroir, tout ça. Bon, on retrouve Arondir, Gil-galad qui tente de sauver. Donc ça rappelle évidemment la scène d'Elrond qui sauve du coup Frodon. Donc le début des capacités de soins qui va être orchestré aussi par Elrond. Donc ils vont chanter tous ensemble pour sauver Galadriel. Hein. Ils vont réussir à la sauver. Et là, je pense que les gens se sont dit oh putain, ça sent pas bon. Il y a le bâton de Gandalf. Qu'est-ce qu'on fait? Elle le pousse. Bon voilà, on se dit, il y a peut-être moyen. Et là, on aurait du coup les pieds velus qui partiraient avec les Forteaux pour rejoindre du coup la colonie. Donc on va avoir l'étranger qui va certainement partir d'un côté et les pieds velus et les Forteaux de l'autre. Donc cette intrigue va être terminée. Donc, tant mieux, ça va gagner du temps à l'écran. Du côté des nains, eh bien, le roi est mort, donc c'est triste. Une petite musique un peu plus solennelle aurait été plus sympa, je trouve. Donc là, on a clairement Poppy qui raconte un peu à la façon de Sam, eh bien, que le monde doit être reconstruit après tant de dégâts. Un peu à l'effigie de Sam à la fin des 2 tours. Bon, Sam est exceptionnel, donc ça n'a rien à voir, encore une fois. Mais on peut voir que voilà, Eregion est détruite. La tour de Celebrimbor qui s'effondre juste là. Elrond qui est au bout de sa vie. Ma voix qui part en couille. Excusez-moi, ma voix qui m'énerve. Le peuple qui fuit.
Du côté de Pelargir, bah, les Numénoréens qui arrivent et qui vont commencer à s'implanter durablement en terre du milieu. Isildur qui repart et qui va certainement retrouver son père et son frère et sa sœur peut-être, on ne sait pas, ça sera en saison 3. Myriel qui a enchaîné, voilà, elle va certainement mourir, hein, une bonne fois pour toutes ça serait bien, au moins qu'on en termine avec elle qui fait des retournements de situation qui n'a ni queue ni tête maintenant, on a compris hein, que voilà, ils sont passés du côté obscur de la force, c'est bon, on passe à autre chose quoi, on fait avancer l'histoire. Et Anatar qui récupère le marteau de Fëanor pour certainement au prochain épisode construire, enfin fabriquer l'anneau unique. Hein. On allait au revoir, voilà. Il va aller chez Tom Bombadil. Je comprends pas pourquoi ma voix part en cacahuète, hein, franchement. Ça n'a aucun sens. Donc, il arrive chez Tom Bombadil et Tom Bombadil lui dit c'est pas le bâton qui... Enfin, c'est pas le sorcier qui choisit son bâton, c'est le bâton qui choisit son sorcier. Et Harry Potter, bref, petite référence un peu mal placée. Bon, ça fait une référence. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise référence? Je sais pas, mais c'est une référence en tout cas. Et il lui dit tu t'appelles Gandalf. Et là, je pense que les gens ont crié au scandale. La petite musique en français de Tom Bombadil, ça c'était sympa par contre. Très belle musique, encore une fois. Il y a 51 personnes ce matin pour écouter mon avis, incroyable. Il est 7h45 du matin, je suis fier de vous, bravo. Merci beaucoup le chat d'être présent. Du coup, on continue et on termine. Donc on voit du coup le magicien ténébreux. On sait pas qui c'est, Saruman certainement. On part du principe que c'est Saruman, comme ça on sera pas déçu. Et si c'est un autre, bah, on sera content. Bon écoutez, ça sera l'intrigue de la saison 3, tout simplement. Il faut une nouvelle intrigue. Et là, chez les nains, Durin 3 n'est pas le descendant de son père, étonnant, parce qu'il y aurait un frère, il y aurait un frérot qui débarque. Par contre, mention des montagnes bleues. Ils ont des discussions avec... Ah oui, il y a les anneaux. Il y a les anneaux, alors attendez. Ils vont montrer les anneaux, mais il y a une discussion où ils parlent des montagnes bleues. Donc on va peut-être voir un autre peuple des nains. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a bien 6 anneaux. Les nains en ont 7. Il y a un anneau qui a disparu, mais en même temps, l'anneau au centre ressemble à celui de Durin. Donc, où sont les autres anneaux? Enfin, où est le dernier anneau? C'est ça, je comprends pas en fait. Non, je sais pas. À moins que je sais pas compter. Attendez, ça se trouve, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À moins qu'il y en a un derrière, mais je le vois pas. Il y en a 7. Putain, je sais pas compter, c'est pas possible. Ah oui, il y en a peut-être un derrière. Il y en a un derrière. My bad. Ok. Ils auraient dû faire un plan qui tourne un petit peu, ça aurait été sympa. Ok, bon. On retrouve Galadriel qui a l'air... J'ai beaucoup aimé cette phrase de Gil-galad en mode oh, c'était bien quand tu parlais pas. Oh, c'était bien Galadriel. Si tu pouvais rester comme ça, là... à dormir toute la journée. C'était sympa quand même. Bon, elle se relève et tout. C'est très blanc. C'est très lumineux. La lumière hein, qui est dans cette vallée très importante. Hein, d'après les dires de... Un sanctuaire. Il parle d'un sanctuaire. Nous avons Arondir du coup Gil-galad et Elrond qui sont les 3 commandants, on va dire, des armées, hein, plus Galadriel. Et ils vont devoir se dispatcher. On retrouve les elfes et on arrive sur la fin où ils vont tous lever leur épée en mode nous donnerons nos terres et nous déciderons de défendre. Donc là je pense qu'il va y avoir une grosse ellipse entre la saison 2 et la saison 3. Gil-galad qui va retourner au Lindon fortifier les défenses avec Círdan. Galadriel qui va rester ou partir avec Arondir, fonder la Lothlórien, ça serait bien. Elrond qui va fonder du coup Imladris. On a du coup une magnifique image qui termine sur un magnifique plan de la future Imladris, c'est sûr, fond comble, un fond de Val, appelez-le comme vous voulez, Rivendell en anglais. Et cette image représente beaucoup la vallée dessinée par Tolkien. Si je vous la montre, alors attendez, que j'aille dans tac, si je vais dans l'épisode 8, n'hésitez pas à venir donner votre avis sur le Discord, il y a eu beaucoup de messages. Il faut juste que je retrouve l'image que j'ai partagée hier sur le Discord, mais il y a eu tellement de messages. L'épisode 8 est sorti et c'était la folie. C'était la folie. Alors, attendez, que je retrouve... Faut que je scroll. Vite. Voilà. Hop, les petits dessins de Rivendell. Donc ça, c'est le dessin officiel de Tolkien. Donc on trouve un petit peu le cours d'eau, les montagnes, la vallonne, le côté vallonné. Et ça, c'est le concept art de Tenda Smith. Donc voilà. Et la plupart sont un peu comme ça. Bon, en tout cas... On termine sur une
T'es sûr que tu veux encore faire des théories? Mais bien sûr, bien sûr. Donc par contre, le cliffhanger de fin, je suis désolé. Ok, ça donne envie, bon, de découvrir la suite, forcément, on découvrira la suite. Mais pour des gens qui connaissent pas forcément, je sais pas si ça donne vraiment envie de découvrir la suite, toi. Il manque un truc, il manque un Sauron qui revient chez lui en mode, ok les gars, en mode ça se termine, il arrive à la montagne du destin là. On voit, je sais pas, il a pas encore construit le truc pour le faire, mais bref, il arrive à la montagne du destin, et là, et ça se termine comme ça, juste. Là, ça aurait fait un climax en mode, ok, le padré il va se réveiller. Mais bon, je pense que la saison 3, ça va être distribution des anneaux, forge de l'anneau unique, l'arrivée des Numénoréens noirs, pas noirs, mais Numénoréens en Terre du Milieu. Alors, Numénoréens noirs existent dans le lore, hein, mais c'est pas cela que je pensais. La bataille du coup de l'Eriador, la bataille entre les elfes et les nains. Le Mordor, enfin les orques et les elfes, qu'est-ce que je raconte? En fait, je pense que bon, dans le lore, c'est la bataille des elfes contre les orques. Et ensuite, ça se termine entre guillemets par la défaite d'Erigon. Là, je pense qu'ils ont voulu inverser. C'est-à-dire d'abord ils détruisent Erigon, ensuite ils envahissent l'Eriador, les défenses, les nouvelles cités se forment, et ensuite, grosse bataille à ce niveau-là. Bon, au moins ça promet de l'action en saison 3, parce que j'avais un peu peur qu'il y ait moins d'action en saison 3, mais du coup, là, vu comment ils introduisent tout, va y avoir de l'action en saison 3, voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cet épisode? Des choses bien, des choses pas bien, beaucoup de déceptions, Gandalf surtout. Mais maintenant qu'on sait que c'est Gandalf, au moins c'est clair, c'est précis, ils auraient dû le dire plus tôt, mais au moins c'est dit, c'est fait, voilà, on passe à autre chose quoi. On passe à autre chose, c'était sûr que c'était Gandalf. C'était prémédité depuis le début, il y avait des phrases, il y avait tout, mais dans ma tête je me suis dit, mais c'est un mage bleu, c'est sûr. Bon, pour moi c'est un Gandalf le bleu. C'est-à-dire que c'est pas un Gandalf le gris encore, c'est un Gandalf le bleu. Voilà, c'est mon avis. Bon, j'espère que j'ai été le plus neutre possible dans cet épisode, vous me direz en commentaire, ou si j'ai encore une fois été trop gentil avec l'épisode. Évidemment que je suis certainement trop gentil. Je dirais, par contre, au niveau des musiques, je suis un peu déçu. Je suis vraiment déçu par cette saison 2, je trouve que la saison 1 était bien meilleure en termes de musique. Je dis pas que la saison 2 est mauvaise en termes de musique, j'ai juste que c'est beaucoup de recyclage de la saison 1, et toujours des thèmes un peu trop omniprésents. Par exemple, le thème d'arrondir, qui revient beaucoup trop souvent en fait. Ok, on comprend que c'est le thème d'arrondir, mais faites des trucs. La trilogie du Seigneur des Anneaux, c'était un lieu, un thème, mais un thème qui se répétait, mais une ou deux fois, parce qu'on n'allait pas tout le temps dans les mêmes lieux. En fait, là, c'est une série, donc on revient beaucoup de fois sur les mêmes lieux, les mêmes personnages. La trilogie du Seigneur des Anneaux, c'était une ligne. Là, c'est on va là, on revient là, machin, mais on a tout le temps les mêmes musiques. Il y a des nouveaux thèmes qui sont incroyables, comme le thème de Tom Bombadil, le thème de Run qui est vraiment cool, la forge d'Erigon, la bataille d'Erigon, le thème de Damrod qui est vraiment sympa aussi. Il y a des thèmes qui ressortent, mais je trouve que cette saison 2, les musiques, je sais pas, j'ai préféré largement les musiques de la saison 1. Le thème de Numénor, quand on arrive, il est exceptionnel. Le thème de Nori Brandyfoot, même si vous aimez pas les pieds velus, pour moi c'est l'une des musiques, pour moi c'est le top 1. Il y a aussi celle de Khazad-dûm qui est vraiment exceptionnelle. Voilà, manque de musique, d'ambiance. Donc à ce niveau-là, j'espère qu'ils vont s'améliorer pour les prochaines saisons. Que Bear McCree, oui, il fait un travail exceptionnel, mais qu'au mixage son, bah, qu'ils arrivent à essayer d'avoir quelque chose de plus cohérent en termes de musique. Parce que le fait de ne pas les voir au cinéma, mettre des bruitages hyper intéressants, c'est bien, mais la musique a quand même son importance. Et la musique est un peu... je suis un peu déçu par la musique. Bonjour à tous, comment ça va? Ma femme et moi, on a vu que les 3 films et la série, et elle est certes pas parfaite, mais c'est un cast... Le cast est génial et l'histoire nous donne envie d'apprendre toujours plus. Oui, non, mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est que... On est sur une série voilà, qui traite quand même des éléments du second âge, qu'on n'a jamais pu avoir à l'écran. Je trouve ça quand même dans un... Voilà, on a quand même une vision, maintenant, de ce qu'il y a un peu dans les livres. Après, dans les livres, c'est différent, évidemment. C'est une adaptation, au final. Hein.
mais ça te permet de rentrer dans l'univers. Si cette série permet à de nouvelles personnes d'entrer dans l'univers, que ce soit pour découvrir les jeux bataille pour la Terre du Milieu, qui découvrent eh bien, les livres, les jeux de société, les événements communautaires, c'est le plus important au final. On aime découvrir, on aime jouer, on aime apprendre, voilà. Pour toutes les fois où on m'a gonflé avec tes mages bleus, tu devrais t'excuser, Elro. Parce que moi j'y croyais, les mages bleus, j'y croyais jusqu'au bout. Bon, en tout cas, moi je vais devoir vous laisser parce qu'il faut que j'aille au boulot. J'essaie d'être le plus neutre possible parce qu'on remet en doute beaucoup ma neutralité envers cette série. Là, j'ai essayé d'être le plus neutre possible. Il y a beaucoup de choses bien, il y a beaucoup de choses mauvaises qui font en sorte que cette série est sympa, mais pas exceptionnelle. Des choix scénaristiques évidemment dommageables, des transitions un peu trop forcées. Voilà, manque de cartes, manque de chronologiquement, manque de dates, manque d'explications, mais pas des explications en mode il se passe vraiment ça, mais plus des transitions, voilà. Manque 2 épisodes de plus, effectivement, le fait de partir sur 8 épisodes au lieu de 10, c'est chiant. Je vois pas ce que ça coûte en plus de faire 2 épisodes en plus. Bon, ça coûte beaucoup plus, évidemment. Mais ils prennent le temps, en fait. En fait, ils ont pris beaucoup de temps, encore une fois, dans cette saison 2, parce que en termes d'intrigue, ça avance pas énormément. Entre guillemets, l'histoire n'a pas énormément avancé. Mais le problème, c'est qu'ils prennent beaucoup de temps sur des intrigues, sur des moments. Chaque moment est long et lourd. On est vraiment dedans, quoi. Mais si t'es pas dedans, bah ça peut être très long. Mais en même temps, ils ont pas le temps de tout dire, toi. Numénor a été rush, mais à la vitesse de la lumière. Alors que dans le run, eh ben, ils ont passé beaucoup de temps dans le désert pour au final pas grand-chose. On aurait pu avoir un campement d'orientaux, on aurait pu avoir plus de choses sur les prêtresses. Les prêtresses, on sait pas ce qu'elles deviennent. Du côté des Regen, bon, on a juste la cité, mais on n'a pas de petits villages environnants qui auraient pu être détruits, massacrés en mode, voilà, toute la région commence à être ravagée et c'est un repli stratégique. Les nains qui arrivent comme ça, en claquant des doigts alors qu'on voit pas leur arrivée, ils auraient pu nous teaser un peu leur arrivée et pas en mode, ils arrivent comme ça par magie. Le Balrog, bon, le Balrog, ça c'est un peu plus délicat vu qu'il est pas censé être là, mais bon, ils insistent sur le fait qu'il sera là de toute manière, donc ça change pas. Chronologiquement, ok, c'est peut-être pas raccord, mais ça change pas grand-chose, c'est une adaptation encore une fois. Hello, je suis en écoute depuis 10 minutes, c'est hyper intéressant d'entendre ton avis. Bah écoute, merci. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément de mon avis, bon là j'essaie d'être le plus neutre possible. Par contre, je vais devoir vous laisser, donc je referai une analyse évidemment de toute la saison 2. Et il y aura un conseil en Terre du Milieu du coup mercredi prochain, du coup que sur l'épisode 8. Et il y aura certainement un conseil de la Terre du Milieu un peu plus global pour parler de cette saison 2. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi. Après, chacun son opinion et c'est ok. Moi, j'ai adoré ce dernier épisode. Mais je pense que les gens ont soit adoré, soit détesté. Et le fait, je pense que c'est beaucoup dû à la phrase Gandalf, qui fait en sorte que soit les gens ont ragé devant leur canapé, hein, comme certains, ou soit on dit, bah, c'est logique, ou d'autres qui sont contents que ce soit Gandalf aussi. Parce qu'il l'avait prédit. Je pense que si tu te dis au départ que c'est Gandalf, bah t'es content que ça soit Gandalf. Si tu te dis au départ je veux absolument pas que ça soit Gandalf, bah tu es déçu que ça soit Gandalf. Donc dans tous les cas ça fera des déçus et des gens contents. Donc c'est juste la manière de comment ils l'ont fait, bref. Voilà, on va s'arrêter là, je vous dis au revoir, merci beaucoup et abonnez-vous.